vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain qui vient nous raconter son histoire. Un artiste hors norme, un autodidacte, un curieux, un audacieux. Il a traversé le cinéma, la télévision, le théâtre avec des rôles qui restent gravés dans nos mémoires. De tendres personnages attachants à l'anti-héros, il incarne celui qui touche. Il nous ouvre les portes de sa carrière, de son histoire, de ses souvenirs. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Chic Ortega. Bonjour, monsieur Thierry. Ravi de vous recevoir. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Vous êtes né à Nancy, déjà, ça c'est une information parce qu'on ne le sait pas forcément. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels souvenirs, quelle image vous reviennent d'abord de votre enfance ici à Nancy, en Lorraine? Mon enfance en Lorraine, c'était un petit peu dur au début de l'enfance, parce que j'étais un fils d'Espagnol. Enfin, je parle de ça parce que c'est un truc qui m'est resté un petit peu, et avec l'âge, en vieillissant, on va des fois repuser même très en arrière, chercher justement quand on était tout petit. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours fait, après dans ma vie, pour aller là à l'essentiel, le racisme de l'époque contre les Espagnols, c'était assez dur. Vous l'avez ressenti, ça? Ouais, petit, ouais. J'ai une image, par exemple, qui reste gravée dans la tête. C'est un jour, je sortais pas beaucoup avec mon père. Moi, je n'en veux pas. Je m'en ai rarement promené, mais une fois, on va à la boulangerie, un truc tout con, et il y avait devant nous des gens qui achetaient une baguette. La dame mettait un petit papier autour de la baguette. Puis mon père arrive, elle lui file la baguette comme ça. Mais mon père dirait, pourquoi pas un petit papier? Ouais, fais pas chier le pingouin. Et j'avais 5 ans, moi. C'est une image qui me reste. Ça vous a marqué? Ouais. Ça, ouais. Bon, il y a plein de moments comme ça qui m'ont marqué petit, mais je suis très heureux d'être en Lorrain, ça, mais voilà, pour revenir au truc de la... On sent dans vos propos, c'était pas facile, votre enfance. Hein? On sent dans vos propos, c'était pas facile. Ouais. Alors, si je me mets à repenser à tout ça aussi, c'est parce que comme je disais là, on arrive à un âge où on essaie d'essayer de tout comprendre. Je me dis, c'est peut-être pas plus mal que je sois jeune comme ça, alerté à l'être humain c'est compliqué d'être un être humain, en fait. La méchanceté, la bagarre, la guerre, la haine. Le fait d'avoir vécu ça petit, j'ai commencé le combat, là, que je n'ai jamais arrêté, quoi. Ouais. Alors ça, c'est le point de départ. Pas le combat, excusez-moi, mais si, le combat pour moi-même. Ouais. De me dire, je vais m'en sortir. Et ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, ce qui m'a sauvé, c'est faire le con. Ouais. Mais... C'est-à-dire? Parce que j'ai eu des petits problèmes aussi après, je vais expliquer ça l'autre fois. Oui, on peut en parler? Ouais. Je joue un spectacle en ce moment où j'en parle, mais très brièvement. Moi, quand j'étais petit, mon grand-père m'emmenait à la pêche. J'aimais tellement ça que quand il ne pouvait pas m'emmener, je disais à mes parents, je vais à la pêche avec le papy. Oh, puis j'allais tout seul. Et puis deux fois, j'ai trouvé des messieurs qui aimaient bien les petits pêcheurs qui allaient tout seuls. Donc vous étiez victime de pédophilie? J'en dis pas plus. Ouais. Et puis le lendemain matin, dans la rue, j'étais terrorisé, j'avais 10 ans, j'allais en 6e. J'arrive à l'école, dans la classe. La maîtresse Ortega, ça n'a pas l'air d'aller. Combien font 2 et 2? 2 et 2. Je me mets à faire la poule. Hop, tout le monde rigole. Ouais. Et là, c'est ce qui vous a sauvé? Ça me fait du bien. Ouais. Alors la maîtresse, qu'est-ce que tu fais? Pour abréger, parce que dans mon spectacle, je le fais un peu plus longtemps, mais oui, j'ai découvert que faire le con, ça me soignait. Parce que ça, c'était pas le lendemain vraiment. Hein. J'étais bousillé. Ça bousille l'histoire là des enfants. Enfin, j'apprends rien en disant ça. Mais ouais. Après, j'ai pas arrêté. J'ai fait 2 6e, 2 5e. Le directeur, il tire à prendre ça. Et à faire la poule, un jour, il y a une carrière artistique qui se dessine. Donc cette carrière débute à Nancy, au début des années 80, sous le nom de Dominique Roggio, votre vrai nom, avec un groupe que vous avez créé qui s'appelle Dick Tracy. Vous êtes batteur. Comment est né ce groupe et c'était quoi la musique? C'était Laurent Petitgand, donc le musicien qui joue avec moi, avec sa femme, la Mèche. On aimait bien, on faisait de la musique un peu déjantée, rock, mais c'est punky, machin. C'était les années 80, un peu, ça partait un peu dans tous les sens, quoi. Et comme on bossait énormément, on passait notre vie dans le local,
Voilà, ça partait un peu dans tous les sens, quoi, de la musique. À l'époque, c'était un peu à la mode, comme ça, Ouais. Alors, des gens, de la légende, quoi, du truc. et vous vous faites remarquer, parce que la télévision va s'intéresser à vous. Mais- Alors évidemment, ici on a notre boîte à archives. J'en profite au passage pour remercier notre service documentation. Dick Tracy, dans l'émission Servez chaud, ça donnait ça, et on regarde ça tout de suite. Ça rappelle des souvenirs. Vous êtes à la batterie, hein. Ouais. Vous êtes le batteur. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce groupe, cette musique va vous conduire au cinéma d'une façon assez incroyable, extraordinaire. Ouais. Alors, je raconte le début et vous racontez la suite. ouais. En fait, vous êtes dans un festival de rock à Nancy, vous jouez. Dick À Tracy. Pantin. Pardon, Ouais. c'était à Pantin. À Pantin, Et il y a quelqu'un qui vient vous voir. Ouais. Et c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je le raconte bien d'ailleurs, parce que j'en fais un petit bout de mon spectacle Ouais. aussi. C'était un dimanche après-midi à Pantin. On joue, ça se passe bien, un petit festival de rock. Et après, je vois un monsieur qui vient, on rangeait, un monsieur allemand. Il dit, mais je peux vous aider à ranger le matériel? Et moi, je vois mon pote, je dis, il y a un monsieur qui veut nous aider à ranger le matériel. Et mon pote, il m'arrête, tu ne le reconnais pas? C'est Wim Wenders. Il vient d'avoir la Palme d'Or à Cannes. Voilà, Wim Wenders qui décroche. Mais bien sûr, monsieur, vous pouvez nous aider à ranger le matériel. Wim Wenders qui venait de gagner donc la Palme d'Or Ouais. avec le film Texas en 84. Et sa femme était... Était originaire de Nancy, Ouais. c'est ça. Donc elle nous aimait bien, on la connaissait pas trop, Solveig de Martin. Elle nous avait emmenés au festival, elle l'avait emmenée. Et il vous invite au restaurant? Et après, bon, il vient nous ranger le matériel, on sympathise et tout. Et ouais, on va bouffer au restaurant. Et puis, peut-être 3 mois après, on était en studio, on faisait la musique de Tokyo Ga. Ouais. Il vous On a confie, filmé sur Ozu et sur Tokyo. il vous confie la musique de son nouveau film, Tokyo Ga. Ouais. Et 2 ans plus tard, il vous rappelle, mais cette fois pour vous confier ouais. encore autre On a chose. fait la musique des Ailes du Désir, Ouais. la musique du cirque. Ouais. Où on joue nos propres rôles, les musiciens, dans le cirque. Et là, c'était pour moi la découverte. C'était la première fois que je me retrouvais sur un tournage. Et j'ai eu de la chance, parce que c'était un sacré tournage, quoi. Ouais. Avec des acteurs incroyables, Bruno Gans, Peter Falk, tout. Oh, et Wenders, un monsieur extrêmement gentil, un vrai chef d'orchestre, quoi. J'avais 24 ans, moi j'étais... Et puis après un grand rôle dans Jusqu'au bout du monde, Ouais, il m'a vous rappelé allez après, côtoyer de grands acteurs, vous allez voyager. Ah bah là, ouais, là j'étais au paradis parce que j'avais plein de jours de tournage. On faisait 2 gangsters avec Eddie Mitchell. Et puis Sam Neill, William Hurt, Max von Sydow, Jeanne Moreau, dans le désert australien. J'avais énormément de jours, tous. Et je regardais tous ces gens. Quand je jouais pas, j'étais là à regarder tout. J'ai eu une chance incroyable que ce monsieur-là m'ait ouvert les portes comme ça. C'était du pur bonheur de voir tous ces gens dans la gentillesse, dans l'humilité. Ah, c'est des super souvenirs. Et après, ça va s'enchaîner. Oui. Le film qui vous révèle au grand public, c'est en 1990 avec Délicatessen, où vous jouez le rôle du facteur amoureux de la fille du boucher. Quand vous revoyez, quand vous repensez à ce film, quels souvenirs vous reviennent? Qu'est-ce qui me revient, c'est comme souvenir? Souvenir d'un film bien hors norme. Et puis c'est son premier film à Genève. Je l'avais rencontré avant pour Foutaise, un court-métrage j'avais fait aussi. Et Caro, je l'avais rencontré, il était musicien aussi dans les festivals rock. C'était comme ça, une petite combinaison de gens un peu hors normes aussi, avec une productrice, Claudie Ossard, incroyable, qui adorait produire des trucs de ouf comme ça. C'était le même univers que j'avais vécu pendant 10 ans, les années 80 ici, quoi. Ouais. On était encore dans le truc, waouh. Mais là, quand même, avec une structure de quoi réaliser un vrai long métrage. Ouais, c'était la continuité, comme ça, de l'ouverture aux choses hors normes, quoi, aux choses originales. C'était vachement bien. Ouais.
Et puis, il y a un grand rôle qui va vous faire entrer directement dans, j'allais dire, dans le cœur et la mémoire des Français. C'est celui de Mimosa, dans une époque formidable, pour lequel vous recevez d'ailleurs une nomination César en 1992. Comment vous êtes arrivé dans ce film et dans ce personnage? Parce que justement, dans Délicatessen, il y avait Tiki Olgado qui était là, on était potes. Et puis un jour, à la cantine, il me dit tiens, Chic, je suis emmerdé, là, je suis copain avec Junio. Et puis on commence un film dans 6 mois, là. Et le mec qui avait un des rôles principaux, là, il ne peut plus le faire, tout, il a un problème, il faut aller vite, il faut le voir. Il prendra peut-être, je vais voir Junio, je le rencontre. Puis mon Tiki me dit tu verras, il est un peu perturbé parce que ça va le changer de ce qu'il fait d'habitude. C'est pas une comédie que comique. Il y a un truc, tout. Je vais le voir, il me dit effectivement, il était un peu. Puis il me dit ok, je te file le rôle, va te teindre les cheveux en blond. D'accord, monsieur Junio, je vais me teindre les cheveux en blond, je me retrouve, je me sens embarqué. Alors là, de nouveau, un truc magique qui se passe entre les trois, là, Junio aussi, mais Boranger et Tiki, un truc. Alors le film, vous en parlez, aborde la précarité avec tendresse, humanité. On sent dans votre interprétation une immense sincérité. On va regarder un extrait, un film français réalisé par Gérard Jugnot, sorti en 91. On revoit cette scène que personne n'a oubliée. Regardez. Pourquoi t'as sauté? Il voulait pas me mettre la sirène, mais je me suis même pas fait mal. C'est pour de rire, hein? C'est comme un jeu, Mimosa. Tu sais, les jeux d'enfants, on se tire dessus, on se poursuit, on saute du train. On se tue, mais on meurt jamais vraiment dans les jeux d'enfants. Hein, Mimosa? On se relève en disant « Je suis pas mort !» Hein, Mimosa? Je suis pas mort. J'aimerais bien dire des belles phrases comme vous, tout. Mais je t'apprendrai. Ce très beau film, une époque formidable en 91. Je suis ému parce que dans mon spectacle que je joue en ce moment, je joue des petits bouts de films que j'ai fait et je joue cette scène. Et la dernière fois que j'ai joué en Bourgogne, 4 personnes sont venues me voir après en pleurant. Ça m'a fait drôle. J'ai eu qu'est-ce qu'il y a? Il me dit tu nous as émus avec là. J'allais vous poser la question, c'est qu'on vous parle encore de ce rôle, de ce personnage Mimosa aujourd'hui? Justement, en venant, parce que mon spectacle, je joue tout ça, et, c'était des gens d'une 50aine d'années, mais ça m'a fait drôle, parce qu'on en est arrivé là quand même, à ce qu'ils pleurent. Et souvent on m'en parle, ça, J'en ai, c'est celui-là et Doberman aussi. On va en parler. Mais celui-là, avec le temps, je suis... surtout dans mon spectacle, quand je joue cette scène-là, ça m'émeut aussi. Quand je la joue, ça me... Waouh. Vous dites souvent que c'est certainement l'un des plus beaux souvenirs, des plus beaux rôles de votre carrière au cinéma. L'époque formidable? Ouais. Parce qu'il y avait un truc incroyable, un trio entre Tiki et Boranger. Il y avait un vrai beau truc que je n'ai jamais revécu après, mais c'est un truc incroyable. On traînait la nuit ensemble. Il faut une alchimie. Alors, on va parler de l'autre film, vous l'abordiez, Doberman, où vous jouez cette fois Jackie Sueur, dit Pitbull. Ça j'adore. Alors, l'un des compagnons de Doberman, Vincent Cassel. Vous dites, alors là, pour le coup, que c'était un film de potes encore. Vous avez besoin de... Oui, il y avait aussi ce côté-là. Oui. Ça rejoignait le truc comme ça de Délicatessen. À Coonan, c'était son premier long, tout. Voilà, pareil, avec des producteurs bien déjantés aussi. Tout. Je retrouvais ça aussi. Et puis un film bien déjanté, superbe. On va regarder. Alors, on passe du tendre marginal à un bandit halluciné dans un univers ultra stylisé et violent. On va regarder un extrait, on en reparle juste après. Regardez. La nature est pourrie. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? La nature est pourrie. Personne n'aime personne. Qu'est-ce qui est pourri? Nature. Moi, je vois rien qu'une lionne qui bouffe un putain de zèbre. Un zèbre? Tu connais dingue, toi. Moi, je sais reconnaître un zèbre quand j'en vois un. Et celui-là, c'en est un gros. Champion du monde des zèbres. Il se fait bouffer quand même. Allez. Putain, merde, un zèbre, c'est quand même quelqu'un. Hey, Joe. Qu'est-ce qu'il dit? Putain, je vais te péter les dents. Alors Doberman, c'est un film qui a connu, on va le dire, quand même une sortie, difficile. Il était interdit au moins de 16 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu un film culte. Comment vous expliquez que ça devienne après, mais qu'au départ, ça ne marche pas? Parce que... Moi, je pense qu'à l'époque, en France, les Américains avaient le droit de faire des trucs complètement starbés, tout violents, pour rigoler, western spaghetti, machin. Mais en France,
la presse, dès que tu faisais des choses un peu comme ça, là, oh là, tu te faisais bousiller, quoi. C'est une stupidité. J'ai jamais... Enfin, si, j'ai compris, mais bon, voilà. C'est le problème un peu qu'on avait, je trouve, en France, quoi. De se faire bousiller quand on le faisait... Enfin, à la fin des années 80, milieu des années 90, quand tu faisais des choses comme ça. En tout cas, c'est un rôle qui vous a permis peut-être de montrer une autre facette de votre jeu, plus sombre. Ouais, délirant, complet, ouais, je me suis régalé aussi à jouer ce personnage. Pareil, parce que les gens qui jouaient, il y avait un truc incroyable, Tchéky et tout. Alors, je fais un hommage parce qu'il est parti il n'y a pas longtemps, mais il y avait un vrai beau truc de jeu, quoi. Alors, c'est ça que j'aimais bien dans ces films-là. Je ne vais pas faire mon vieux blaireau, que c'était mieux avant, mais je le trouve moins maintenant. Mais dans ces films-là, waouh. Votre palette cinématographique est large. Hein. Je crois que j'ai compté 25 films au total. Les Trois Frères, Un Indien dans la ville, Blanche. Enfin, Les Trois Frères, j'ai un... Oui, des petits rôles, mais vous êtes partout. On vient toujours vous chercher. Qu'est-ce qui fait qu'on vient dans les années 90, j'arrêtais pas. Mais même dans les téléfilms. Ouais. Parce que justement, je pensais le soir, on en avait parlé, les téléfilms à France 3, ils produisaient vachement de téléfilms bien délirants. Des vrais téléfilms de 90 minutes, 1h30. Et j'en ai fait pas mal, J'ai même eu le rôle principal des fois dans des films. Bien. Ah, les années 90, je me suis régalé au cinéma. Oui, alors vous parlez des téléfilms Navarro, Dolmen, Commissaire Moulin, Groland, Joséphine, Caméra Café. J'arrête là la liste parce que là, il y en a une trentaine aussi. Ah oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vient chercher, même pour un petit rôle? Chic Ortega, c'est son côté toujours hors norme, c'est votre côté hors norme. Et puis, dans les années 90, j'ai eu la chance, moi, C'était une petite famille à Paris, le cinéma. Il y avait moins d'acteurs que maintenant. C'était une famille, quoi. Donc, on jouait tout le temps. Et puis, voilà, après... Moi, par exemple, en revenant au César, j'ai pas eu le César, mais je m'en fous, parce que ce que j'ai vécu après au Fouquet's, avec Marielle, Dutronc, Carmet, on était à table ensemble, on a dîné ensemble. Je suis resté pote avec eux, après. Pareil, ces gens-là, ils te présentaient des potes, machin, il y avait... Ils te montraient des trucs, tout. Ils te montraient surtout l'humilité qui est un accessoire important, enfin un instrument important pour jouer la comédie. Et c'est grâce à eux que j'ai appris l'humilité, à être humble et de continuer à apprendre des choses. Et voilà, j'étais dans cette famille-là de Margot Capelier, la grande dame du casting, me faisait travailler. Dominique Besniard me faisait travailler. C'était une famille, quoi. Le cinéma, la télévision, parlons du théâtre, qui est quelque chose de très important pour vous. Justement, fin 90, 98, le théâtre, c'est Dominique Besniard qui m'a proposé de jouer avec Caroline Cellier une pièce de Tennessee Williams, Le tramway nommé Désir. Et là, après, il y a eu un changement dans le cinoche, et j'ai eu une chance insensée, moi. Mais mon étoile, merci. Le théâtre m'a ouvert les portes. Ouais. Et vous dites, le théâtre, c'est l'espace de vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au cinéma, de la télévision? Alors, après, ce qui était bien, c'est que ça me rappelait les années 80, où après, quand on a arrêté avec Lady Tracy, moi, je me suis mis à faire des spectacles en solo, avec l'audace, tout, je jouais quand même assez souvent et tout. Là, j'ai retrouvé la scène, quoi. Ouais. Donc, c'est un autre jeu qui est différent devant une caméra, qui est aussi intéressant, mais il fallait que j'apprenne après. Et j'ai eu une chance, de nouveau, insensée, à travailler avec des grands acteurs, Arditi, Leb, Berry. J'ai vraiment eu de la chance. Et une nomination au Molière, second rôle pour L'amour est enfant de salaud. C'était en 2004. Michel Blanc, ça représente quoi pour adapté d'Alain Egbourne. On avait cartonné. C'était superbe. C'était superbe. Vraiment, je reviens sur l'étoile, parce qu'il faut avoir une étoile quand même pour avoir la possibilité comme ça de jouer souvent et avec des gens incroyables, quoi. En revenant à Leb, au début, du boulevard et tout. Enfin, c'est pas que je voulais pas aller, mais moi, j'ai toujours été un peu hors norme. Boulevard. Puis en fait, j'y suis allé, j'ai joué 2 ans avec lui. Et pareil, je me suis éclaté avec lui. Et puis le boulevard, j'ai appris énormément de choses. Et vous avez créé et aussi joué des spectacles en solo. Alors, faut pas jouer ou vous raconter. C'est quoi l'idée? C'est parler de vous, de votre parcours? Il y a 7 ans, je me suis dit, tiens, je vais me remettre à ce que je faisais avant, de jouer au spectacle en solo, et me servir de ce que j'ai appris à faire, donc c'est-à-dire jouer la comédie. Et je veux maintenant de plus en plus me servir de ça pour envoyer des messages aux gens. Voilà, pour leur expliquer tout simplement que je suis là pour les rendre heureux en jouant, et puis leur faire comprendre que c'est ce qui va nous sauver tous, c'est d'être heureux, gentils.
et qu'on se fende de la gueule, qu'on se prenne dans les bras, qu'on s'embrasse. Ou si ça vous plaît pas, vous pouvez continuer à me mettre des petites boîtes de bière dans la gueule. Alors, il ne faut pas jouer, faut se battre. On va regarder un extrait pour regarder un peu votre univers sur scène en solo. Regardez. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Freddy. Je suis très content d'être avec vous dans le métro aujourd'hui. Vous êtes nombreux. Et je suis avec mon ami la mouche. Sacré bête. Cool la manière. Si la mouche, elle passe parmi vous et qu'elle esprise vos esprits, ne vous inquiétez pas. C'est juste parce qu'elle vous aime. Ah, mon petit Ortega, allez, encore un petit verre. Allez, vous pouvez tout jouer, hein, n'importe quoi, même une mouche, ça vous ferait, pourquoi pas. Oh, ça peut être bien une mouche aussi, hein. Allez, encore un petit verre. Allez. Oui, oui, vous avez raison, monsieur Anatole. Oui, je peux tout jouer, ouais. Un serial killer, par exemple. Ou un babacool. Ouais, c'est cool, la vie. Waouh. Une racaille. Ouais, toi aussi, vois, tu me prends pour un bouffon. Je vais péter ta tête. Ouais, ou alors un cocu malheureux. Un bûcheron dépressif. Tous ces rôles, vous les avez joués, en fait. Oui, parce que c'est vrai, ouais. Le serial killer, vous l'avez fait aussi. Hein Le serial killer. Oui. Oui, alors j'aime bien mes spectacles aussi, j'en rendais beaucoup d'hommages. Là, je parlais à M. Anatole Demant, c'est le producteur de Wenders, c'est un monsieur incroyable. Je peux pas, quand je joue, je suis vachement ému, parce que c'est des monsieur, justement, à l'époque, il m'avait invité chez lui une fois. Il aimait le second rôle. Il disait que c'était grâce au second rôle que les films avaient des fois du succès et tout. Et il voulait me connaître. Longtemps après que le film n'ait pas marché, le film de Wenders. Mais voilà, alors c'est des hommages que je rends aussi. J'aime bien maintenant prendre ma plume pour faire tout ça, quoi. Rendre des hommages, envoyer des messages, puis me faire plaisir. Parce que je joue, ça me permet de jouer plein de trucs. Il y a une dernière chose, Chic. En fouillant dans nos archives, on a retrouvé quelque chose qui était diffusé en 1994 dans l'émission Thalassa. Je voudrais que vous regardiez cet extrait et puis on explique après. Ouais. Allez, on va regarder. Bah oui, Georges, vous savez qu'on reçoit toujours beaucoup de courriers à Thalassa, et cette semaine, on en a reçu encore plus que d'habitude à propos d'un reportage que nous avons diffusé la semaine dernière. Souvenez-vous, ça se passait en Vendée. Nous avons rencontré un maître écumeur pipier qui, avec son escumoire, ramasse de l'écume de mer pour fabriquer, grâce à son pâton, des pipes en écume de mer, bien entendu. Voilà Yann Le Goéchon et son fameux pâton. Alors voilà, ce qu'on appelle le pâton, c'est ce qui reste à peu près d'un fût d'écume. Sentez. Ça sent la mer. Qu'est-ce qui fait une bonne pipe en écume? C'est en faisant, et en faisant, et en refaisant, et en tenant bon, qu'on finit par faire une bonne pipe. C'était dans Thalassa. Ouais. Vous êtes là, spécialiste des pipes en écume. C'est pourquoi? Je vous laisse. C'est un copain à moi, Pascal Rémy, avec qui on faisait des courts-métrages, et qui écrivait mes spectacles aussi à l'époque, qui connaissait un peu Pernod. Puis ils avaient eu l'idée de faire pour le Poisson d'avril, faire un faux reportage sur ce mec-là. Ça durait assez longtemps, genre 20 minutes, le truc complet. Oui, là on a pris un raccourci. Ouais. C'était l'explication. Ça a tellement marché que M. Pernod nous a rappelé un mois après pour nous dire de revenir sur le plateau en direct, pour dire que c'était un faux truc, parce qu'il avait plein de commandes de pipes. Et il nous a dit, là où j'ai décidé de vous faire revenir, c'est un jour même, j'ai eu un truc à l'armée, j'étais invité à un déjeuner, et un commandant est venu me voir, mais Monsieur Pernod, je voudrais bien vous commander des pipes. Et là, c'est là qu'il a dit, là je me suis dit non, je vais les faire revenir parce que j'en peux plus. Je crois qu'on ne se permettrait plus aujourd'hui de faire ce genre de 1er avril. Alors on est revenu, puis on a dit non, c'était une connerie, c'était pour le Poisson d'avril. C'était marrant. Après tout ce qu'on vient de revoir, après même les pipes en écume de mer, qu'est-ce qu'il reste de Chic Ortega qu'on ne connaît pas encore? Qu'est-ce qu'il reste de vous qu'on ne connaît pas encore? Alors là, vous livrez beaucoup sur les spectacles, vous livrez beaucoup, vous donnez beaucoup d'informations. Ouais. Moi, c'est ma vie, ça et mes enfants, quoi. C'est mes enfants, puis tout le restant, c'est ma vie, je veux jouer.
Est-ce Mais que- quand on avance dans le temps aussi, on compte le temps qui reste et le bout qui reste. Je vais vraiment m'en servir pour ce que je disais tout à l'heure, pour envoyer des messages. Quoi. Je ne vis que pour ça. Est-ce qu'il reste un rôle que vous rêveriez d'interpréter? Alors, oui. Oui et non, parce que l'avantage maintenant de quand on joue soi-même, quand on joue le spectacle qu'on a écrit, on écrit ce qu'on veut. Hein, donc je peux me permettre absolument tout. Et dans les images, à un moment, je rêvais de jouer un curé. Alors pareil, je l'ai joué dans un de mes spectacles. Mais non, là, je continue à apprendre des choses. Je veux... j'ai 64 ans et là, je commence à être un peu vraiment à l'aise. Je me rends compte quand je joue mes spectacles. Ouais. Parce que moi, je mets du temps à apprendre. Et j'espère que je continuerai jusqu'au dernier souffle à continuer à apprendre. C'est Bouquet, j'ai un souvenir de Bouquet. Peu de temps avant qu'il s'envole, il était derrière la scène, comme ça, avant de rentrer chez Stone, un journaliste qui me dit « Monsieur Bouquet, vous n'avez plus le trac à votre âge ». Il se souvient, il dit « Oh, si vous saviez, c'est de pire en pire ». Et moi, j'en suis là, ouais, c'est une belle passion, on n'arrête pas d'apprendre. Mais là, j'ai un petit truc comme ça. Mais après, le danger, c'est que quand je ne travaille pas, je suis malheureux. Je suis parano, j'ai plein de trucs, il faut trucs, je suis malade. Et Dès que vous je suis un pied soignez, sur vous scène, êtes j'ai sur plus rien. scène. Merci Chico Ortega. Merci de Merci à nous vous. raconter votre histoire, votre parcours. C'était un vrai plaisir Merci à vous, c'est un de vous plaisir, ouais, recevoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un autre Destin Lorrain.